Bien, prise en charge du choc cardiogénique, est-ce qu'il y a de l'évolution dans les modalités diagnostiques? Voici mes conflits d'intérêts avec en particulier des conflits d'intérêts avec Abiomed et Medtronic qui fabriquent des dispositifs d'assistance cardiaque. Alors, simplement pour vous rappeler, c'est une évidence pour vous que l'insuffisance cardiaque est une des premières causes ou la première cause d'hospitalisation dans les réanimations et que le choc cardiogénique représente la forme la plus grave de ces insuffisances cardiaques. Alors, la définition du choc cardiogénique a beaucoup varié pendant les années. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est qu'il faut essayer de retenir une définition qui est la plus simple possible et qui correspond à une réalité clinique. Et globalement, c'est une pression artérielle systolique qui est inférieure à 90 mm de mercure, avec parfois des variations, 95, 95 dans certaines études, depuis plus de 30 minutes et ne répondront pas au remplissage, et puis surtout des signes d'hypoperfusion périphérique. Alors, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans le diagnostic du choc cardiogénique? Il y a une définition, mais en fait, il y a des profils variables dans la gravité du choc cardiogénique. Et je crois que les cardiologues, vous connaissez bien les définitions Intermax qui ont été donc publiées en 2012. Les cardiologues les connaissent moins bien. Je crois que c'est extrêmement important puisque à cette définition qui est clinique, on associe une définition qui est d'évolution, c'est-à-dire globalement un patient qui est crash and burn, un patient à qui il faut poser une assistance immédiatement, aux patients qui restent dépendants aux inotropes et chez qui on a un peu plus de temps pour réfléchir sur la stratégie. Et puis je dirais il y a des manques dans cette définition de choc cardiogénique. Et moi je vois des manques aux deux bouts du tableau clinique. Un premier manque qui est la définition du pré-choc. Il nous faudrait en fait une définition ou plutôt des signes qui nous permettraient de dire qu'un patient qui a été admis, par exemple, pour un infarctus du myocarde, va évoluer vers l'infarctus du myocarde. Et puis, d'autre part, il nous manque également un consensus sur ce qu'on appelle le choc cardiogénique réfractaire, c'est-à-dire le choc cardiogénique, c'est qui il faut se poser la question d'une assistance et chez qui on se pose la question du délai de mise en place de l'assistance. On pourra en parler après dans la discussion. Est-ce que l'épidémiologie du choc cardiogénique a changé? La réponse est oui, et définitivement oui, et vous allez voir, ça pose un problème. Ça, c'est un travail qui a été publié par Nadia Issaoui, qui travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui a pris les bases FAST-MI tenues par Nicolas Danchin et qui a travaillé avec Étienne Pumira pour voir la fréquence du choc cardiogénique et la mortalité. Et ce qu'elle a montré entre 1995 et 2005 sur 10 ans, c'est que numéro 1, la fréquence du choc cardiogénique est en train de baisser. Dans l'infarctus du myocarde, on passe de 8,7 à 3,6% pour des raisons variées, dont l'augmentation de reperfusion. Et puis la mortalité, elle a un petit peu diminué également. Elle reste aux environs de 50%, c'est-à-dire une mortalité qui est beaucoup trop élevée. Mais ce que savoir comme implication, c'est que finalement, et notamment pour les cardiologues, c'est une pathologie rare que l'on va voir, nous, peu souvent, dont la fréquence va diminuer. C'est pris en charge le plus souvent en cardiologie interventionnelle, puis au niveau lusique. Et d'autre part, chose bien mise en évidence dans le papier de Nadia, 2/3 des chocs cardiogéniques vont survenir après l'admission. Alors pourquoi ça pose un problème? Parce que la plupart du temps, voilà la prise en charge d'un infarctus du myocarde. Il est mis très rapidement dans le camion du SAMU. On a un électrocardiogramme qui est qualifiant pour une réouverture qui se fait la plupart du temps par l'angioplastie. Et donc, ce patient va se retrouver dans une salle de cathé entre les mains d'un angioplasticien. Terrain hostile, terrain dangereux, effectivement. Et pourquoi? Parce que l'angioplasticien, il a tendance parfois à sauter sur le patient pour pouvoir réouvrir l'artère la plus rapidement possible pour montrer que, ouais, je suis le plus rapide, surtout comparé aux petits copains qui sont à côté, donc il faut m'envoyer les patients. Eh bien non, ça demande au moins 4 à 5 minutes de réflexion. C'est-à-dire qu'il faut essayer de rassembler dans tous les infarctus les éléments cliniques prédictifs de l'évolution vers le choc cardiogénique. Il faut savoir prendre la position du Bouddha avant de prendre la position du cow-boy, c'est-à-dire parler au patient pour retrouver les antécédents d'angioplastie, de chirurgie cardiaque, diabète, dysfonction VG préexistante, une dyspnée. Il faut examiner rapidement le patient ou interroger le SAMU qui a examiné le patient pour voir la fréquence cardiaque, est-ce qu'il y a des signes d'insuffisance cardiaque, ausculter le patient. Vous avez déjà vu un cardiologue interventionnel prendre un stéthoscope? Merci pour la réponse.
faire un électrocardiogramme pour voir l'étendue de la nécrose, est-ce qu'il s'agit d'un infarctus antérieur ou d'un infarctus inférieur étendu. Et puis, chose très importante, faire une échographie extrêmement rapide avant la réalisation d'une angioplastie. Je sais que ça va vous surprendre, mais dans l'endroit où je travaille, c'est ce qu'on fait de façon systématique. Un petit coup d'écho, c'est-à-dire un coup d'écho pour répondre comment est la fonction ventriculaire gauche et surtout, est-ce qu'il existe des complications mécaniques qui sont cause de choc cardiogénique dans 10 à 15% des cas et qu'il faut connaître avant d'aller poser des stents et de bombarder le patient avec des médicaments qui font saigner et qui vont faire ravir un chirurgien si jamais il a à l'opérer dans les jours qui suivent. La coronographie. La coronographie, là aussi, est importante. Ce n'est pas simplement un débouchage. C'est évaluer l'étendue des lésions. On peut se dire, chouette, c'est une belle sténose à la coronaire droite, mais si de l'autre côté, il y a également beaucoup d'autres sténoses, ça va assombrir le pronostic. Il faut savoir prendre la pression télédiastolique du ventricule gauche s'il le faut et éventuellement faire une ventriculographie si vous n'avez pas eu une échographie ou l'échographie était de qualité insatisfaisante. On ne va pas passer sur ça, ça c'est l'objet de la présentation numéro 3, qui est globalement, il y a une seule thérapeutique qui marche dans le choc cardiogénique, c'est la revascularisation qui a prouvé son efficacité et qui diminue la mortalité. Mais il y a angioplastie et angioplastie. Il faut savoir également analyser les résultats de l'angioplastie. Voici l'exemple d'un patient qui a été réouvert sur un tronc commun occlus. Et vous voyez effectivement qu'au niveau du tronc commun, c'est-à-dire juste après le cathéter, le résultat est parfait. Par contre, le flux coronaire est totalement catastrophique. C'est-à-dire esthétiquement, on a parfaitement réussi son travail au point de vue fonctionnel. On n'a absolument pas du tout rendu service au patient. Et puis d'autre part, se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'une revascularisation complète ou pas? Est-ce que je dois compléter le geste? C'est-à-dire qu'il faut savoir rester humble et se dire, peut-être que mon angioplastie n'est pas tout à fait réussie, et ça va également assombrir le pronostic. Et puis, comme vous voyez, 2/3 des patients vont avoir un choc cardiogénique après l'admission. Et il faut, après l'angioplastie, se poser des questions. Il y a des patients qui vont avoir besoin d'une assistance cardiaque immédiatement, je dirais presque de temps en temps, rarement avant l'angioplastie, parce qu'on n'arrive pas à les stabiliser. Et puis d'autres patients qui sont sans choc cardiogénique, mais qu'il faut surveiller sur des éléments cliniques, fréquence cardiaque, pression artérielle, diurèse, biologique et échographique, et notamment sur la fonction rénale, la fonction hépatique, sur la diurèse, qui ont prouvé leur relation avec le pronostic du choc cardiogénique, et puis sur les lactates, qui sont un facteur prédictif important vers l'évolution d'un choc cardiogénique, et c'est probablement un élément qui est peu dosé dans les unités de soins intensifs de cardiologie. Un petit mot simplement sur le syndrome inflammatoire que vous connaissez mieux que moi, qui est également corrélé à la survenue d'un choc cardiogénique et qui est l'objet d'un domaine de recherche, notamment médicamenteux, dans le choc cardiogénique. Et puis il y a l'échographie. Et là, on passe, si vous voulez, à la deuxième étape. C'est-à-dire, c'est plus du tout l'échographie rapide pour voir la fonction ventriculaire gauche, pour voir s'il y a une complication mécanique, mais c'est plutôt une échographie qui doit être faite par quelqu'un de chevronné pour pouvoir répondre à la question quel est le débit cardiaque, quelles sont les pressions de remplissage, est-ce qu'il y a des complications qui vont apparaître après, comment va le ventricule droit si jamais on se pose la question d'une assistance, est-ce qu'on peut se permettre une assistance uniquement gauche, telle qu'une Impella, ou est-ce qu'il va falloir une assistance biventriculaire parce qu'il y a une atteinte du ventricule droit. Quelques exemples de ventriculographie que vous voyez ici avec une dysfonction VG très importante et même un petit aspect de thrombus qui est plus visible sur l'apex de ce ventricule gauche. Et puis également un ventricule droit sur la vidéo de droite qui est très dilatée et qui donc va pousser plutôt vers une assistance biventriculaire. Qu'en est-il du cathé droit, de la mise en place d'une Swan? Ce n'est pas recommandé de façon routinière. Je dirais, pour résumer, à mon humble avis, les indications sont soit un tableau auquel on ne comprend pas très bien pourquoi le patient est en choc cardiogénique, ou éventuellement des difficultés à évaluer le débit cardiaque
et au niveau les pressions de remplissage au niveau du caté droit. Mais certainement, si vous êtes dans le cas d'un patient qui va évoluer petit à petit vers une assistance cardiaque, un caté droit est nécessaire pour pouvoir évaluer les résistances pulmonaires avant les discussions notamment d'une assistance ou d'une transplantation. Chose importante, il faut que ce soit une équipe pluridisciplinaire. Je crois qu'il y a eu plusieurs papiers qui ont été sortis sur ce sujet-là, c'est-à-dire que le patient qui est en choc cardiogénique ou qui va se développer au choc cardiogénique, il faut savoir rendre la main dans certains centres, notamment pour les cardiologues, c'est-à-dire transférer son patient dans des centres multidisciplinaires, experts, qui permettent d'avoir sur le même site des cardiologues, des chirurgiens cardiaques, des chirurgiens vasculaires, des systèmes d'assistance et des systèmes de transplantation pour pouvoir d'une part offrir tout le panel possible aux patients qui sont en choc cardiogénique et puis pouvoir faire les discussions de savoir si le patient est effectivement doit être assisté ou pas. En conclusion, il faut savoir rester simple, il faut savoir rester vigilant, il faut savoir rester humble. Rester simple, c'est-à-dire essayer d'avoir des diagnostics cliniques de choc cardiogénique et penser au choc avant qu'il arrive, c'est-à-dire rassembler tous les éléments qui permettent de prédire l'évolution vers un choc cardiogénique, rassembler les éléments biologiques, la fonction rénale, la fonction hépatique, les lactates, utiliser l'échographie dès le départ de dès l'arrivée du patient en salle de cathé, mais également après, rester vigilant, c'est-à-dire détecter les facteurs prédictifs d'évolution vers le choc et avoir une surveillance armée, notamment en soins intensifs de cardiologie. Et pour un cardiologue interventionnel, analyser objectivement le résultat de son angioplastie et savoir transférer le patient précocement dans un centre spécialisé qui va prendre en charge ce patient. Et en conclusion, comme beaucoup de choses en médecine, c'est un travail d'équipe. Merci.